Adriaan Van Horst, héritier discret d'une immense fortune familiale, décide de tout abandonner pour vivre une vie simple et anonyme dans une petite ville de la côte italienne. Sous une fausse identité, il travaille comme serveur dans un petit café. Ce qu'il cherche, une femme qu'il aimera pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède. Mais ce jeu dangereux va le mener bien plus loin qu'il ne l'imaginait. Le vent siffle sur les hauteurs des Alpes suisses, frôlant les vitres du vaste manoir Van Horst. L'édifice, à moitié caché par les pins noirs et les nuages bas, ressemble à une forteresse oubliée, figée dans le temps. À l'intérieur, tout respire le luxe, tapis persans, chandeliers en cristal, œuvres d'art accrochées au mur comme les trophées d'un empire bâti par des siècles d'ambition. Mais dans cette opulence, un homme marche seul, en silence. Adriaan Van Horst, 34 ans, héritier unique de l'une des fortunes les plus secrètes d'Europe, traverse le long couloir de marbre comme un fantôme. Il n'a ni femme, ni enfant, ni ami véritable. Seulement des conseillers, des banquiers, des partenaires. Depuis la mort brutale de ses parents dans un accident d'avion 7 ans plus tôt, il dirige leur empire financier avec précision, mais sans passion. Sa vie est réglée comme une horloge suisse, chaque jour dicté par des rendez-vous, des signatures, des sourires de façade. Et pourtant, ce matin-là, quelque chose a changé. Assis devant la baie vitrée de son bureau, Adriaan regarde la neige tomber lentement. Sur le bureau, un article déchiré d'un vieux journal italien, plié en deux. On y voit un petit café de bord de mer, avec en titre « Le charme de la vie simple dans les villages oubliés ». Il l'a trouvé par hasard. Mais il le relit depuis 3 semaines. Une question tourne dans sa tête, obsédante. Si je n'étais pas Adriaan Van Horst, qui serais-je vraiment? Il se lève brusquement, marque une pause devant le miroir mural. Son regard est dur, mais fatigué. Il enlève sa montre en or, la pose doucement sur la table. Ce geste simple, presque symbolique, est une première rupture. Une fissure dans le mur de son personnage. Il descend dans les caves du manoir. Là, dans une pièce secrète, il ouvre un coffre. À l'intérieur, des passeports, des papiers d'identité vierges, des réserves de cash en euros, dollars, francs suisses. Une valise. Il sait déjà ce qu'il va faire. Il sort son téléphone, compose un numéro qu'il connaît par cœur. Jacob, c'est moi. Active le protocole, et je disparais pendant un moment. Aucune trace. Tu sais ce que ça implique. Un silence à l'autre bout. Puis une réponse sobre. Compris. Bonne chance, Adriaan. Ou devrais-je dire Lucas? Le téléphone glisse dans une enveloppe sécurisée, prête à être détruite. Adriaan Van Horst vient de prendre la décision la plus folle de sa vie. Abandonner son identité pour découvrir qui oserait l'aimer sans son nom, sans son argent. Ce soir-là, le manoir reste vide. Les feux sont éteints. Et quelque part, dans un train de nuit en direction de la côte italienne, un homme regarde par la fenêtre, le cœur battant. Il ne fuit pas. Il va à la rencontre de lui-même. Les roues du train grincent sur les rails rouillés alors qu'il entre en Italie par le col du Simplon. Dehors, le jour se lève lentement, peignant le ciel de teintes orangées. Adriaan, désormais Lucas Ferry, reste immobile, emmitouflé dans une vieille veste de cuir qu'il a achetée dans une boutique anonyme de Lausanne. Il a laissé derrière lui montre, costume sur-mesure, téléphone, compte bancaire et domestique. Il n'a gardé qu'une chose, un vieux carnet en cuir dans lequel il commence à écrire. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'être invisible. Aujourd'hui, je le saurai. Lucas descend à San Giuliano-Mar, un petit village côtier oublié des cartes touristiques, sur la Riviera italienne. Le vent sent le sel et le pain chaud. Les ruelles pavées serpentent entre des maisons couleur sable. Des rideaux volent aux fenêtres, des voix s'échappent des balcons. Rien ici ne ressemble à Zurich, Genève ou Monaco. C'est exactement ce qu'il cherchait. Il s'arrête devant un café délabré, au coin de la Piazza San Marco. L'enseigne en bois grince, Il Nido del Mar. À l'intérieur, une femme d'environ 60 ans s'active derrière un comptoir en marbre fissuré. Elle le regarde sans sourire, méfiante. « Vous cherchez quelque chose ?» demande-t-elle en italien avec un fort accent local. « Du travail. N'importe quoi. Je peux servir, nettoyer. Je suis discret, fiable. » Elle plisse les yeux. Elle le jauge. Son instinct lui murmure qu'il n'est pas un simple vagabond. Mais elle voit aussi la fatigue réelle dans ses yeux. L'homme en face d'elle fuit quelque chose. Ou quelqu'un. Vous avez un nom? Lucas. Lucas Ferry. Elle soupire, essuie ses mains sur son tablier et finit par lancer. D'accord. Essayez pendant une semaine. Pas de salaire, juste le repas et un lit dans l'arrière-boutique. Ça vous va? Il hoche la tête.
Ce n'est pas un marché. C'est un pacte. Un pacte avec la simplicité, l'anonymat, la réalité. Durant les jours qui suivent, Lucas apprend à vivre autrement. À 5 heures du matin, il balaie la terrasse. À 6 heures, il prépare les expressos. Il découvre la lenteur des matins sans agenda, le silence apaisant d'une vie qui n'a pas besoin d'être prouvée. La patronne du café s'appelle Teresa. Elle vit seule depuis la mort de son mari et luttait pour garder le café à flot. Lucas devient pour elle un mystère bienvenu, une aide silencieuse et respectueuse. Chaque soir, seul dans sa minuscule chambre derrière la cuisine, il écrit dans son carnet. Je n'ai jamais autant transpiré pour gagner une assiette de pâtes. Et pourtant, je crois que je commence à respirer pour la première fois de ma vie. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le village de San Giuliano cache lui aussi ses secrets. Et que quelqu'un va bientôt entrer dans ce café, bouleverser son équilibre fragile, et réveiller en lui un feu qu'il croyait éteint. Car même les ombres ont des cœurs. Et parfois, l'amour naît là où les masques tombent. 6h02, le grincement familier des volets en bois réveille doucement la rue. Dans le café Il Nido del Mar, l'odeur du café fraîchement moulu se mélange à celle des croissants encore tièdes. Lucas, les manches retroussées, essuie silencieusement les verres en regardant la lumière du matin caresser les pavés. Chaque geste est devenu un rituel. Il a appris à réparer la machine à café, à couper le pain comme un vrai Toscan, à répondre avec le sourire aux clients du quartier qui le saluent désormais d'un « Buongiorno Lucas », amical. Personne ici ne connaît son passé. Il n'est ni riche, ni puissant. Il est juste, lui. Teresa, la patronne, l'observe souvent sans dire un mot. Elle a deviné que son histoire cache une fracture. Mais elle ne pose pas de questions. Elle a elle-même trop souffert des réponses. Un jour, alors qu'il déjeune à l'arrière, elle lui lance. Tu travailles comme quelqu'un qui veut t'oublier. Ou fuir. Tu as cette manière de t'effacer? Lucas, on dirait que tu ne veux pas exister. Il baisse les yeux, un bref sourire en coin. Peut-être que j'essaie juste de vivre autrement. Sans vitrine. Sans costume. Elle hoche la tête lentement, comme si elle comprenait. Car elle aussi connaît les faux-semblants. Mais les jours simples n'existent jamais bien longtemps. Un jeudi après-midi, alors que le soleil cogne sur la terrasse, une silhouette entre dans le café, laissant la clochette teintée comme un avertissement discret. Elle porte une robe bleu nuit, des lunettes noires, et un carnet à la main. Ses gestes sont élégants, mesurés, presque trop gracieux pour ce lieu poussiéreux. Elle commande un café allongé, s'assoit en terrasse et commence à écrire. Lucas la remarque tout de suite. Pas à cause de sa beauté, mais à cause de ce regard absent qu'elle lance à la mer. Comme si elle cherchait un ailleurs. Comme s'ils étaient deux à se cacher. Pendant les jours qui suivent, elle revient. Toujours seule. Toujours le même rituel. Elle ne parle à personne. Sauf à lui. C'est vous qui faites le café ici. Oui, depuis peu. Vous l'aimez? Il est amer. Mais vrai. Comme la vie, je suppose. Elle s'appelle Isabella. Elle dit être écrivaine. De passage. À la recherche d'un peu d'inspiration. Elle parle peu, mais quand elle parle, chaque mot semble peser, choisi. Lucas est intrigué, presque troublé. Il sent chez elle une douleur familière, un secret qu'elle protège comme un trésor. Un soir, seul dans sa chambre, il écrit dans son carnet. Elle est entrée dans ma vie comme un silence dans une pièce trop bruyante. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai envie de poser mes valises dans un regard. Mais il sait que se rapprocher d'elle, c'est prendre un risque. Car lui aussi cache son passé. Et dans un village comme celui-ci, les secrets ne restent jamais enterrés longtemps. Depuis son apparition, le café ne sonne plus pareil. Chaque matin, Lucas surveille discrètement l'horloge au mur. 10h45. Toujours. À cette heure précise, elle pousse la porte du Nido del Mar, s'assoit à la même table, sort son carnet de cuir usé et commande un café allongé, sans sucre. Il a tenté de ne pas s'y attacher. Il a tenté d'ignorer l'étrange électricité qu'il ressent à chaque fois qu'elle le regarde par-dessus ses lunettes noires. Mais quelque chose en elle l'obsède. Isabella. Son prénom glisse dans son esprit comme une énigme. Elle parle peu, écrit beaucoup. Toujours concentrée. Parfois, elle le fixe sans prévenir, comme si elle cherchait à lire en lui une vérité qu'il tente de cacher. Un après-midi, alors que le café est presque vide, elle l'appelle doucement. « Lucas, vous avez toujours cette façon de me regarder comme si vous lisiez une histoire que je n'ai pas encore écrite. Peut-être que j'essaie juste de comprendre si je suis dedans. » Elle sourit, pour la première fois. Un vrai sourire. Fragile. Hésitant. Vous ne savez rien de moi. Je n'ai pas besoin de tout savoir pour ressentir. Le silence qui suit est lourd, mais pas inconfortable. Un silence complice,
chargé de ce qu'on ne dit pas. Isabella referme son carnet. Et si je vous disais que moi non plus, je ne suis pas celle que je prétends être? Lucas reste figé. Pendant une seconde, il sent son cœur se contracter, comme si ses propres mensonges venaient de croiser leurs reflets. Elle se lève, laisse quelques pieds sur la table, puis ajoute. L'apparence est une armure. Mais parfois, elle devient une prison. À demain, Lucas. Elle s'en va, laissant derrière elle un parfum léger et une tension étrange. Cette nuit-là, Lucas ne dort pas. Il repense à ses mots, à sa voix, à ce regard qui semblait le traverser. Le lendemain, elle ne vient pas. Ni le jour d'après, ni celui d'encore après. Lucas sent une angoisse qu'il n'a pas connue depuis longtemps. Pas parce qu'il est tombé amoureux. Non, pas encore. Mais parce qu'il sent que son destin vient de croiser celui de quelqu'un qui porte un masque, tout comme lui. Il interroge Teresa. « Tu connais cette fille, Isabella ?» Teresa le regarde, fronçant les sourcils. « Isabella, celle qui écrit, elle n'est pas d'ici. Elle est arrivée il y a 2 mois. Discrète, trop discrète. Elle paie toujours en liquide. Pas de carte, pas de téléphone visible. Et elle évite les gens du coin. Tu penses qu'elle cache quelque chose. Je pense qu'elle te ressemble. Beaucoup plus que tu ne crois. » Le soir, Lucas ouvre son carnet. Les mots s'écrivent presque seuls. 2 âmes perdues peuvent-elles se retrouver, si elles mentent l'une à l'autre dès le premier regard? Ce que Lucas ignore encore, c'est que le passé d'Isabella n'est pas simplement douloureux. Il est dangereux. Et qu'en cherchant à l'aimer, il va réveiller une histoire qui ne demandait qu'à exploser. 3 jours. 3 jours sans trace d'Isabella. Lucas, d'ordinaire maître de ses émotions, sent une agitation inhabituelle le gagner. Chaque tintement de clochette à l'entrée du café fait bondir son cœur. Chaque silhouette féminine le trouble, avant de le décevoir. Le village, d'un calme trompeur, semble retenir son souffle. Teresa le remarque. « Tu es ailleurs, Lucas. Tu penses à elle, n'est-ce pas ?» Il ne répond pas. Elle dépose une tasse devant lui, s'essuie les mains sur son tablier, puis murmure. « Tu n'es pas le seul à fuir quelque chose. Tu crois qu'elle est partie? Moi je crois qu'elle a eu peur. » Cette nuit-là, Lucas quitte le café après minuit. Il marche seul sur les pavés mouillés par une pluie fine. Les lampadaires diffusent une lumière jaune, presque spectrale. Le village dort, mais lui, veille. Il repasse devant la pension où Isabella logeait. La propriétaire est une veuve sourde, toujours en train de tricoter. Lucas tente une approche discrète. Isabella, la jeune femme aux lunettes noires. Elle est encore là? La vieille dame le fixe un instant, puis tend le doigt vers une petite boîte métallique au mur. Une clé y est suspendue. La chambre est vide. Partie en pleine nuit. Comme un fantôme. Elle m'a laissé ça pour vous. Elle lui tend une enveloppe beige, sans nom, sans adresse. Lucas s'écarte, ouvre la lettre sous la lumière tremblotante d'un réverbère. Une simple feuille pliée. Lucas, ce que je fuis pourrait vous blesser. Vous ne méritez pas d'être mêlé à cela. Mais je n'arrive pas à vous effacer. Si le destin est plus fort que le danger, alors je reviendrai. Et pas de signature complète. Juste cette initiale. Et mais c'est suffisant pour que son cœur se serre. En rentrant, il trouve la porte du café entr'ouverte. Instinctivement, il se fige. Teresa n'oublie jamais de fermer. Il entre prudemment. Une chaise renversée. Le comptoir fouillé. Rien de cassé, mais quelqu'un a cherché quelque chose. Dans sa chambre, il découvre son carnet retourné sur le lit, ouvert à la dernière page. Même les masques laissent des traces. Une phrase qui n'est pas de lui. Il recule, choqué. Quelqu'un est entré. Quelqu'un a lu. Et ce quelqu'un connaît la vérité. Lucas comprend alors que ce n'est plus seulement une fuite. C'est une chasse. Et il n'est plus invisible. Il s'assoit, tremblant, son regard plongé dans le vide. J'ai voulu disparaître pour trouver l'amour. Mais c'est peut-être l'amour qui m'a retrouvé. Avec tout ce qu'il traîne derrière lui. Le passé d'Isabella frappe à la porte. Et avec lui, le sien aussi pourrait ressurgir. Le soleil s'est levé ce matin-là avec une lenteur inhabituelle, comme s'il hésitait à illuminer ce qui allait se passer. Le village, lui, ne sait rien. Il vit, il respire, il tourne comme une horloge ancienne. Mais Lucas, lui, ne dort plus. Depuis la lettre d'Isabella et l'intrusion dans sa chambre, une tension invisible l'enserre. Il sent que quelque chose s'approche. Quelqu'un. Et il a raison. À 8h47, un homme apparaît sur la place centrale. Il ne parle à personne, mais observe tout. Il porte un long manteau en laine noire, des bottines en cuir impeccable, et un chapeau feutré qui cache partiellement son visage.
Son allure est élégante, mais quelque chose dans ses gestes trahit une rigidité dangereuse. Teresa le remarque aussitôt. Pas un touriste, celui-là. Trop silencieux. Trop précis. L'homme s'installe à une table, dos à la mer, face au café. Il ne commande rien. Il attend. À 9h12, il lance. Lucas sent aussitôt son regard le percer. Bonjour. Sa voix est posée. Froidement polie. Je cherche quelqu'un. Une femme. Cheveux bruns, lunettes noires. Elle s'appelle Isabella. Peut-être qu'elle vous a parlé de moi. Lucas feint l'étonnement. On voit beaucoup de monde ici. Vous avez un nom? L'homme sourit. Un sourire sans chaleur. Appelez-moi Monsieur Neri. Il sort une photo. Isabella, souriante, sans lunettes. Sa vraie beauté. Son vrai visage. Lucas se raidit, mais ne laisse rien paraître. Désolé. Ça ne me dit rien. Neri le fixe un long moment, comme s'il essayait de percer un mur invisible. Isabella et moi avons une histoire inachevée. Elle est importante. Pour moi. Pour d'autres aussi. Il range la photo, ajuste ses gants noirs, puis lance. Si jamais vous la voyez, dites-lui que le passé finit toujours par retrouver ceux qui fuient. Et il s'en va, sans un mot de plus, laissant derrière lui une odeur légère de tabac froid et une promesse de chaos. Cette nuit-là, Lucas fouille Internet, relit les quelques pages d'écriture d'Isabella qu'elle avait laissées derrière elle. Des passages codés, des descriptions floues, mais une phrase l'interpelle. Celui qui sourit sans lumière dans les yeux est le plus dangereux de tous. Il sait que Neri est un homme de l'ombre. Et s'il a retrouvé ce petit village oublié d'Italie, c'est qu'Isabella a touché quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû. Ou quelqu'un. Lucas comprend qu'il ne peut plus fuir. Il n'est plus simplement l'homme riche qui joue aux pauvres pour trouver l'amour. Il est désormais l'homme ordinaire qu'un passé en feu est sur le point d'engloutir. Et dans ce jeu trouble, il devra choisir. Mentir encore pour se protéger. Ou tout risquer pour sauver celle qui a réveillé son cœur. Les jours suivants furent étrangement calmes. Trop calmes. Monsieur Neri, l'homme au chapeau noir, restait au village. Il rôdait, parlait peu, observait beaucoup. Il semblait tisser une toile invisible autour de Lucas. Et Lucas le sentait. Chaque fois qu'il sortait du café, il le retrouvait à quelques pas. Parfois dans une ruelle, parfois sur le port, ou assis sur un banc à nourrir les pigeons. Toujours seul. Toujours là. Mais Lucas, lui aussi, avait commencé à enquêter. Il avait conservé la lettre d'Isabella. Il l'avait lue, relue, analysée. Et quelque chose l'intriguait, l'encre. À peine perceptible, il y avait une légère variation de teinte sur une ligne du message. Un mot semblait avoir été réécrit. Blessé. Il frotta doucement avec une lame fine. Sous le mot blessé, un autre apparaissait, plus ancien, plus sincère. Condamné. Ce que je fuis pourrait vous condamner. Ce n'était plus une fuite. C'était une mise en garde. Lucas chercha alors dans les rares affaires qu'Isabella avait laissées. Un carnet au cuir râpé, presque vide, sauf une page griffonnée avec rage, presque déchirée. Oh non, Valerio d'Hispania. Le cœur de Lucas s'arrêta. Ce nom, il le connaissait. Ou plutôt, son père le connaissait. Valerio d'Hispania était un nom interdit dans sa famille. Un ancien associé de son père, accusé de détournement, de menaces, de corruption, et disparu après un scandale qui avait presque éclaboussé la lignée Serafini. Le nom avait été effacé des registres, banni de tous les salons d'affaires européens. On disait qu'il s'était caché à l'étranger, devenu une légende obscure parmi les financiers véreux. Et maintenant, ce nom ressurgissait, dans l'écriture d'Isabella. Lucas se mit à trembler. Et si Isabella n'était pas seulement une femme en fuite? Et si elle était la fille de Valerio d'Hispania? Et si son arrivée dans ce village n'était pas un hasard, mais un piège soigneusement tendu? Mais alors, pourquoi cette lettre? Pourquoi cette fuite? Pourquoi ce regard si vrai, si brisé, si humain? Il voulait des réponses. Alors, cette nuit-là, il écrivit lui aussi une lettre. Isabella, je sais maintenant. Je sais ce que ton silence cache. Mais moi aussi, j'ai menti. Je ne suis pas celui que je prétends être. Je suis l'héritier d'un empire que j'ai voulu fuir. Et je suis prêt à l'affronter, si tu m'aides à comprendre. Où que tu sois, sache que je ne te crains pas. Ce que je crains, c'est de ne plus jamais te revoir. Elle. Il donna la lettre à Teresa, lui demandant de la faire circuler par les réseaux du village, là où même les étrangers ne peuvent pas se cacher. Le lendemain, un mot était glissé sous sa porte. Écrit à la main. Sans nom. Ce que tu veux savoir se trouve à Florence. Dans l'ancienne pension La Lanterne, chambre 26. Viens seul.
Et n'écoute jamais un homme qui sourit sans lumière dans les yeux. Isabella l'avait retrouvée. Ou quelqu'un d'autre jouait à être elle. Mais quoi qu'il en soit, l'heure de la vérité approchait. Et Lucas allait devoir choisir. Fuir à nouveau, ou entrer dans le feu. Florence. Ville d'art, de lumière, et de secrets bien enfouis. Lucas n'y était pas revenu depuis les funérailles de son père. Ce jour-là, il avait promis de fuir cet héritage, de ne plus jamais remettre les pieds dans cette ville où le pouvoir rime avec mensonge. Et pourtant, le voilà. Devant une vieille pension en pierre, au volet fatigué. La lanterne. L'accueil est désert. Une clochette grince au-dessus de la porte. Une odeur de cire et de vieux bois emplit l'air. L'endroit semble suspendu dans le temps. Il monte seul. Escalier étroit, couloir silencieux, tapis usés. Chambre 26. La poignée est froide. Lucas inspire. Et tourne la clé. La pièce est simple. Un lit, une commode, un fauteuil près de la fenêtre. Mais ce n'est pas le décor qui attire son regard. C'est ce qui est posé sur le lit. Un dossier noir. Ancien. Fermé par un ruban rouge. Et un mot, glissé dessous. Tu veux savoir? Alors ouvre. Mais souviens-toi, parfois, connaître la vérité, c'est choisir de ne plus jamais revenir en arrière. Lucas détache le ruban. Lentement. À l'intérieur, des photos, des copies de documents, des lettres, et un article de presse déchiré, datant de 2006. Titre en gras. L'affaire Valerio Di Spagna. Le scandale que la haute finance voulait enterrer. Mais ce n'est pas Valerio qui le frappe. C'est un autre nom. Alessandro Serafini. Son père. Lucas lit, le cœur battant. Les articles parlent d'un montage financier entre Valerio Di Spagna et Alessandro Serafini, destiné à blanchir des millions via des comptes offshore. Une opération que Lucas n'avait jamais connue. Une trahison que son père avait cachée. Et dans les lettres échangées entre les deux hommes, un prénom revient sans cesse. Isabella. Pas comme une cible, mais comme une protection. Comme un otage silencieux dans une guerre entre puissants. Lucas comprend alors. Isabella n'était pas une simple inconnue. Elle avait grandi dans l'ombre de leur conflit. Elle avait vu son père sombrer, trahi par son associé, le père de Lucas. Et aujourd'hui, elle avait peut-être décidé de retrouver l'homme qu'elle tenait pour responsable. Ou, elle avait simplement fui avant d'être engloutie par un passé qui la dépassait. Soudain, un grincement. La porte de la chambre bouge. Lentement. Quelqu'un entre. Lucas attrape le dossier, se recule. Mais ce n'est pas Neri. C'est Isabella. Les cheveux relevés, les yeux fatigués, mais toujours cette intensité dans le regard. Elle ferme la porte derrière elle, doucement, et dit « Maintenant tu sais. Alors, dis-moi, Lucas, tu es venu pour me comprendre, ou pour me juger ?» Silence. Les secondes s'étirent. Puis Lucas répond « Je suis venu pour la vérité. Et pour toi, peu importe ce que ça me coûte. » Isabella sourit. Un sourire triste, mais vrai. Alors prépare-toi, parce que ce que tu crois être ton passé est en fait mon enfer. Le rideau tombe sur l'innocence. À partir de maintenant, il ne s'agit plus seulement d'amour. Il s'agit de justice, de vengeance, et de deux héritiers piégés par les fautes de leur père. Ils sont là, face à face. Lucas tient le dossier. Isabella, elle, tient son silence comme un bouclier. Il fait nuit dehors. Mais dans la chambre 26, la lumière est crue. Chaque mot qui va être prononcé peut détruire ce qui reste de confiance entre eux. Lucas s'assoit. Isabella reste debout. Elle regarde par la fenêtre, sans bouger. Puis enfin, elle parle. Mon père, Valerio Di Spagna. Pour le monde, c'est un escroc. Pour moi, c'était un homme brisé. Pas innocent, mais pas seul dans sa chute. Elle marque une pause. Respire profondément. Alessandro Serafini. Le tien. Il était plus qu'un associé. Il était son ami. Ils ont bâti ensemble un empire discret. Mais ton père a choisi de tout faire porter à mon père quand les choses ont mal tourné. Il l'a trahi. L'a sacrifié. Lucas baisse les yeux. Il se souvient d'un mot que son père disait souvent en affaires. Quand il faut sauver un royaume, on sacrifie le pion. Et si ce pion avait été Valerio? Et si le roi, c'était Alessandro? Mon père a fui. Mais pas seul. Il m'a emmené. Et pendant que toi tu grandissais dans les palais, moi je grandissais dans les planques. Dans les mensonges. Dans la peur. Elle se retourne. Ses yeux brillent. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai approché? Pourquoi j'ai voulu te connaître? Lucas hésite. Il murmure. Pour te venger. Elle secoue la tête. Non. Au début, oui, je voulais comprendre qui tu étais. Voir si tu étais le reflet de ton père.
J'étais prête à te haïr. Mais je ne m'attendais pas à toi, à ta douceur, à ta vérité, à ta solitude. Elle s'approche. Lentement. Tu as fui ton monde, Lucas. Moi aussi. C'est pour ça qu'on s'est trouvés. Deux héritiers en fuite. Deux enfants du feu. Le silence est lourd. Bouillant. Lucas se lève, laisse tomber le dossier sur le lit. Il regarde Isabella droit dans les yeux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fuit encore? On brûle tout? Elle sourit. Un sourire triste et fort à la fois. Non. On affronte. Ensemble. Elle ouvre une poche de sa veste. En sort une clé USB. Là-dessus, il y a tout. Les preuves de la trahison d'Alessandro. Les transferts, les enregistrements, les lettres. Mon père les avait conservés. Il voulait les rendre publics, mais il a été piégé. Et toi, tu veux les publier? Non. Je veux que ce soit toi qui décides. Parce que si tu le fais, tu détruis ton nom. Tu perds ton héritage. Tu redeviens personne. Lucas fixe la clé. Et puis, il la prend. La serre dans sa paume. Il comprend que c'est là, maintenant, que tout se joue. Ce n'est plus une histoire d'amour. C'est une guerre d'armes. Et il est prêt à y laisser la sienne, pour elle. Pour la vérité. Pour se libérer enfin du poids d'un nom qui n'a été que feu et mensonge. Deux héritiers du feu. Deux enfants du silence. Deux êtres qui décident d'écrire leur propre vérité. Ensemble. Lucas n'a pas dormi. La clé USB est restée posée sur la table, à portée de main, et de peur. Isabella est repartie avant l'aube, sans un mot, lui laissant le poids du destin entre les doigts. Ce n'était pas une fuite. C'était un respect. Elle savait que ce choix devait être le sien, et le sien seul. À 9 heures, Lucas entre dans l'un des bureaux de presse les plus puissants d'Italie. Celui de Carla Monetti, une journaliste d'investigation que son père avait tenté de faire taire, des années plus tôt. Aujourd'hui, elle dirige son propre réseau de médias, indépendant, redouté, incorruptible. Elle le regarde, intriguée, méfiante. Serafini. Vous avez le nom d'un homme que j'ai voulu faire tomber pendant 20 ans. Pourquoi êtes-vous là? Lucas pose la clé USB sur la table. Pour finir ce que vous avez commencé. Carla la prend. L'insère dans son ordinateur. Ses yeux s'élargissent. Transfert bancaire. Conversation enregistrée. Courriers officiels. Assez de preuves pour faire tomber l'Empire Serafini, et d'autres encore. Elle relève la tête, lentement. Si je publie ça, votre nom sera souillé à jamais. Vous comprenez? Je ne suis plus ce nom, répond Lucas. Je suis ce que j'ai choisi de devenir. Elle hoche la tête. Impressionnée. Presque émue. Quand la vérité explosera, vous allez tout perdre. Lucas la regarde dans les yeux. Non, je vais enfin me libérer. La publication sort 2 jours plus tard. Un séisme médiatique. Le nom Serafini devient un symbole de corruption à grande échelle. L'Empire vacille. Les anciens alliés se taisent. Le silence devient aveu. Mais Lucas ne fuit pas. Il fait face. Il parle. Il raconte son histoire. Pas pour se défendre, mais pour briser la chaîne du silence. Il admet avoir fui, menti sur son identité, vécu en retrait. Il dit la vérité, crue, sans excuse. Et au cœur de cette tempête, une seule personne reste silencieuse. Isabella. Lucas ne sait pas où elle est. Il ne l'a pas revue depuis Florence. Jusqu'au jour où, à la sortie d'une conférence, un mot l'attend sur le siège de sa voiture. Le feu a tout pris. Mais dans ses cendres, je t'attends. Et derrière le mot, une adresse. Un petit village côtier en Espagne. Un lieu qu'il ne connaît pas, mais qu'il ressent. Comme un nouveau départ. Épilogue, extrait court. Il la retrouve, un soir d'orage, les pieds nus dans le sable. Ils ne parlent pas tout de suite. Ils n'ont plus besoin de fuir. Ils n'ont plus besoin de se cacher. Deux êtres nus de tout. Riches d'avoir tout perdu, sauf l'essentiel. L'un l'autre.